Est-ce que c'est la fin des pilotes de chasse? Vous vous en rappelez peut-être, Elon Musk en avait parlé, j'étais même intervenu sur un plateau télé pour donner mes two cents, mon point de vue, et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, les pilotes, nous ne sommes pas jusque-boutistes. Pourquoi? Eh bien parce que le pilote de chasse sert un objectif macro. Pierre-Henri Chuet, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes ancien pilote de Rafale dans l'aéronaval, elle vous plaît cette analyse d'Elon Musk ou pas ? Je ne sais pas si elle me plaît, mais il y a une part de vérité. Par contre, comme toujours, il faut prendre un petit peu de recul et il faut se poser la question, à quoi sert un avion de combat en 2024 ? La raison d'être du militaire, c'est votre protection en tant que citoyen, la protection de l'intégrité du pays et la défense des intérêts. À partir de là, en tant que militaire, il faut savoir laisser son ego de côté et comprendre comment on peut au mieux accomplir cet objectif, sachant qu'il nous faut la suprématie ou la maîtrise du ciel, et pour ce faire, traditionnellement, on avait recours à des avions de combat. De nos jours, et depuis quelques années, on voit qu'il y a également une nouvelle dimension qui arrive, avec de la très basse altitude, et notamment les drones. Il va donc nous falloir essayer de nous projeter, d'essayer de réfléchir à la guerre du futur, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre adversaire va toujours chercher à identifier votre talon d'Achille et vous attaquer à cet endroit-là. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que depuis maintenant quelques mois, on commence à voir l'arrivée massive des CCA. C'est pas qu'un phénomène de mode, mais ces gros drones de combat vont venir augmenter, si ce n'est dans certains cas remplacer, l'aviation de chasse comme on la connaissait jusqu'à présent. Et si vous voulez mon avis, c'est une excellente chose. Pourquoi? Eh bien parce que les avions de chasse, c'est absolument génial à piloter, mais le temps de développement est long, très cher, et surtout, il faut du maintien en conditions opérationnelles et la formation des pilotes et des mécaniciens. Donc c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et regardez l'armée de l'air française, par exemple, c'est environ 45 000 personnes, plus les industriels, pour mettre en œuvre, à l'heure actuelle, 107 Rafales et un format à terme de 185 avions de combat. Vous êtes d'accord que ça coûte cher, il faut pouvoir se le permettre. Maintenant, ce que l'on a vu ces dernières années, et on en a parlé déjà il y a plus de 2 ans dans un livre, comment la dissuasion nucléaire nécessite désormais une dissuasion conventionnelle et une dissuasion industrielle. Problème, ça coûte cher et ça coûte cher à l'heure de vol. À partir de là, les Américains sont en train de se réveiller face à l'Asie et se disent « Zut, nous n'allons pas avoir le temps de raccélérer, de produire plus. Et de toute façon, le F-35, ça coûte tellement cher que ça va être très compliqué, même la nouvelle génération sera encore plus chère. Comment est-ce que l'on peut faire, sachant que non seulement il nous faut du volume, mais après derrière, il faut maintenir un niveau d'entraînement qui va bien. Et c'est là où le CCA arrive. L'idée est tout simplement de faire des avions de combat qui coûtent beaucoup moins cher. On parle d'un tiers à un quart du prix, qui auraient une durée de vie limitée. On va voir avec le X-Bat, ça parle d'une dizaine d'années. Là, c'est malin, parce que le Rafale, c'est censé durer 40 ans. Si vous payez un quart d'un prix du Rafale, mais que tous les 10 ans, il faut en racheter, au final, ça vous a coûté le même prix. Mais la grande différence, c'est le maintien en conditions opérationnelles. Quand vous avez un drone, vous n'avez pas besoin de lui faire 180 heures par an pour chaque pilote. À partir de là, vous êtes sur des coûts de maintien de votre standard opérationnel beaucoup plus faible. Et c'est là tout le génie de ce concept de CCA, on va bientôt vous en présenter certains, c'est réussir en fait à regagner de la masse avec très peu d'inertie, qu'elle soit industrielle ou RH. Et si vous voulez mon avis personnel avant qu'on rentre dans la présentation du CCA, le plus impressionnant qui m'a été donné de voir ces derniers temps, le futur, ce sont des avions de combat augmentés et accompagnés par des CCA pour certaines missions, mais également des CCA à certains endroits pour faire des lignes de défense. Je vous renvoie vers la vidéo où on parlait de la chaîne des îles, les différentes chaînes des îles pour la protection des États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que le X-Bat, apparemment, il sera également vendu à l'export. Alors au final, est-ce que le pilote de chasse ne va pas devenir une sorte de manager de proximité qui gardera la communication en direct sans passer par satellite, ce qui le rend plus résilient sur des CCA pour aller au contact? Il y a de grandes chances. Ça va forcément transformer le métier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce métier est en perpétuelle évolution à cause de la technologie
à cause des tactiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a à l'heure actuelle une véritable course à l'armement. Regardez le nombre de prototypes que sortent les Chinois. Regardez les Américains qui continuent d'investir. Les grandes nations se doivent de continuer à investir vers la prochaine génération d'avions de combat. Mais comme on sera sur des coûts extrêmement élevés, on aura très peu de volume. Et la réponse pour récupérer du volume sans s'épuiser d'un point de vue MCO, le CCA. Ce qui est sûr, c'est que les CCA sont héritiers d'une grande tradition aéronautique. Et dans l'aviation, nous le savons tous, l'héritage et la transmission et la mémoire, c'est essentiel. Alors, que ce soit du côté défense ou même du côté accidentologie, on progresse parce qu'on apprend de ceux qui étaient là avant nous. Et un des grands défis, ça va être de réussir à mettre tout ça dans l'intelligence artificielle. Et justement, parler de nos anciens, c'est très important. Vous l'aurez compris, notre partenaire aujourd'hui, c'est MyHeritage. Et grâce à MyHeritage, j'ai encore découvert des informations sur, ce coup-ci, ma belle famille. Et ce qui est top, eh bien, c'est que j'ai absolument aucune recherche à faire, ils m'envoient des emails. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils disposent d'une base de données de plus de 36 milliards de documents, que ce soit des actes de naissance, des actes de décès, des actes de mariage, des papiers d'immigration. Et faire votre arbre généalogique n'a jamais été aussi facile, même en vous renseignant sur l'aéronautique. Désormais, avec certains outils, vous allez vraiment avoir des chocs. Moi, par exemple, le plus gros choc, c'est celui avec mon grand-père. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est parti faire photographe au Brésil et MyHeritage a retrouvé sa photo sur ses papiers d'immigration. Et grâce à la technologie, alors que je n'avais jamais vu mon grand-père, eh bien, la photo a été animée, a pu prendre vie, et je peux vous dire que ça fait bizarre de voir son grand-père animé, ressemble à une vidéo, plus jeune que soi à l'instant T. Et comme je vous disais, niveau belle famille, j'ai découvert Jean Beauville qui a traversé l'Atlantique à la fin du 19e siècle, qui allait immigrer dans le Massachusetts, du côté de Boston. Forcément, ça me parle en tant qu'ancien officier de marine. Eh bien, ça, c'est grâce à Smart Match qui vous envoie des emails, vous n'avez aucune recherche à faire, et ça vous aide à augmenter votre conscience de la situation sur votre famille. Et alors que les repas des fêtes approchent, si vous voulez une situation d'avenir, c'est maîtriser votre arbre généalogique, ça lance les conversations et ça vous permet d'en savoir beaucoup plus sur là d'où vous venez. Pas besoin d'y passer beaucoup de temps, les mails, vous n'avez rien à faire, il y a juste à les lire. Et MyHeritage vous offre 2 semaines gratuites, vous avez le lien juste en dessous, vous prenez aucun risque. Ça vous permet de rejoindre 90 millions d'utilisateurs et peut-être de découvrir des membres de votre famille encore vivants aujourd'hui. Et n'oubliez pas, c'est un petit peu notre objectif sur cette chaîne également, qu'en cherchant à mieux comprendre votre passé, ça vous permettra de donner plus de sens à votre quotidien. Mais juste avant de vous donner la réponse, ce que je vous propose, c'est qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse. Quelles sont les leçons de ces dernières années ? La première, c'est qu'il est devenu quasi impossible de protéger vos atouts les plus précieux, vos avions de combat, ce qui vous permet de faire la projection de puissance au sol. Si on regarde le résultat de l'Afghanistan, le résultat de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais même Inde-Pakistan, on se rend compte que la majorité des avions perdus le sont au sol, et ça fait des années qu'on vous le dit sur cette chaîne. Il faut mieux protéger nos avions. Et même notre chef d'état-major de l'armée de l'air a dit, il y a quelques jours, qu'ils avaient testé un assaut massif d'essaims de drones contre une base de l'armée de l'air et que le résultat était perfectible ou un synonyme du genre. Et ça fait 3 ans que l'attrition principale pour l'armée de l'air russe est au sol. Donc on n'a toujours pas de capacité à se défendre. Plutôt que se dire on va essayer de mettre en place des rayons laser autour des bases, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire pour décentraliser la puissance aérienne. Donc depuis quelques années, les Américains travaillent, et la France désormais, sur le concept agile, où on va faire de la guérilla aéronautique, on va déplacer les avions. On parlait récemment sur cette chaîne du Gripen, qui a été réfléchi exactement pour ça. Certains ont mal compris ma vidéo où je comparais le Gripen au Rafale. Le Rafale a été pensé pour faire de la projection de puissance. Je viens de manière offensive. Je choisis la solution offensive. Ouais. Là où le Gripen est excellent en défensif. Mais si vous voulez faire de l'offensif, je préfère largement y aller en Rafale, pour plein de raisons. Donc à partir de là, comment faire pour décentraliser face à un adversaire qui a une capacité de détruire vos bases supérieure à votre capacité à avoir des bases? Eh bien tout simplement en inventant un nouveau concept de décentralisation de la puissance
aérienne. Donc il va falloir réussir à décentraliser sans avoir besoin de couverture solaire, sans avoir besoin de protéger vos tankers. Dans le Pacifique, il y a des grandes extensions à faire. Une fois que vos tankers sont détruits, c'est fini, vous ne pouvez plus vous projeter. Et il va falloir également avoir un concept qui puisse fonctionner pour la marine, mais fonctionner pas qu'avec des porte-avions, mais faire d'une multitude de navires des porte-avions, même, pourquoi pas, les Littoral Combat Ships, les LCS, qui sont le dernier né de la marine américaine. Et Shield AI, Shield qui est un bouclier, une vocation défensive, qui est né à San Diego, il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans, en 2015, avec Branton Sunk, cet ancien SEALs, avec son frère, avec Andrew Reiter. Il a eu l'idée alors qu'il était en Afghanistan. Eh bien, ils ont commencé initialement avec le Nova, avec un petit drone quadracopter. Mais rapidement, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de développer une intelligence artificielle qui puisse piloter, que ce soit Sea, Air, Land, SEAL, ça veut dire ça, hein, et même Space. Et ensuite, on va prouver au département de défense américaine que ça fait le job. Et donc, ils l'ont mis dans un avion de combat, et le premier dogfight entre de l'IA et un avion réel, ça a été fait par cette entreprise-là. Et ensuite, derrière, ils se sont dit, on va donner à plus de 100 millions de machines la capacité à être pilotées par notre IA de manière à avoir une courbe de performance et exponentielle. Et maintenant, ils ont la nouvelle techno, le nouveau point avec le X-Bax, dont on va parler dans quelques secondes. Mais pour revenir un tout petit peu sur la jeunesse de cette entreprise, en 2016, ils ont leur premier contrat qui leur permet de mettre en œuvre leur drone dans le Moyen-Orient dès 2018. En 2021, ils signent pour 7,2 millions de dollars pour le Small Unmanned Aircraft System. En 22, ils sont valorisés à plus de 2,3 milliards de dollars. Ils ouvrent des locaux aux Émirats Arabes Unis. En avril 2024, avec leur VBAT Vertical Bat là, qu'ils appellent également le MQ-35, ils ont un opérateur qui est blessé au niveau de 3 doigts, donc ils décident de mettre en place un système de décollage et d'atterrissage autonome pour leur drone, ce qui va leur permettre de déployer tout ça de manière beaucoup plus forte, avec l'ouverture en janvier dernier de bureaux à Kiev, le Brésil qui s'intéresse également au VBAT, le lancement du VBAT Team qui permet à un opérateur de contrôler 4 drones, et là, en cette fin 2025, le lancement de leur premier jet furtif. Alors vous allez me dire, c'est comme tous les Loyal Wingman que l'on voit depuis quelques temps, mais eux, ils ont une spécificité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de piste, décollage et atterrissage vertical. Et là vous allez me dire, wow, ils ont craqué. Eh ben non, ils ont récupéré des ingénieurs qui savent le faire avec les Falcon 9, et ça n'a rien de nouveau. Dans les années 50 déjà, il y avait le X-13 qui l'a fait, avec un rapport poids-puissance qui était beaucoup moins bon à cause des moteurs de l'époque, et également avec un pilote qui devait piloter manuellement. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des concepts qui fonctionnent, ils les assemblent, et ils sont extrêmement agiles. Pourquoi réinventer la poudre quand on est face à une temporalité qui est pressante? Voilà le X-Bat, qui est la nouvelle arme américaine pour contrer les avions chinois de 5e et 6e génération et venir résoudre la problématique actuelle qu'ont les Américains, qui est celle de la protection des bases, qui serait quasi impossible à faire dans une guerre majeure contre la Chine. Or là, vous pouvez avoir une dissuasion conventionnelle crédible. L'objectif de la machine est de pouvoir faire 2000 nautiques, donc en gros se projeter avec de l'armement à plus de 1800 km, ça monterait au niveau 500, ça serait dans du haut subsonique. Vous auriez, d'après eux, des capacités proches de celles d'un avion de 5e génération, mais à moins d'un dixième du coût, et surtout avec un maintien en conditions opérationnelles qui n'a rien à voir puisqu'ils n'ont pas besoin de voler. Vous avez une capacité à augmenter en volume extrêmement fort, donc là où il y a une grande crise RH de pilotes et de mécaniciens dans les armées occidentales, vous compensez ça. Vous avez cette capacité à décoller et à vous poser verticalement. Alors il faut savoir que pour pouvoir décoller au début, apparemment il ne met pas l'APC, après il met l'APC pour pas tout détruire au sol. Et ensuite quand il revient, il se pose sans la post-combustion. Et pour passer d'un plat à vertical, il fait une sorte de cobra. Ensuite, il vient enclencher une sorte de mécanisme qui lui donne l'opportunité de faire une remise des gaz si possible pour se représenter une deuxième fois. Pourquoi ce décollage est se poser vertical? Pour augmenter la survivabilité au sol. Parce que tous les avions ont été réfléchis actuellement pour une survivabilité accrue en l'air. Le F-35 est le parfait exemple. On vous le dit depuis des années sur cette chaîne. Vous êtes suisse, vous avez quelques F-35, j'ai envie de vous embêter, je vous les détruis au sol dans une opération type Spiderweb. C'est pas en l'air qu'on va essayer de détruire le F-35.
Maintenant, autre problème des avions de combat, c'est l'allonge, c'est les tankers. Vos tankers sont extrêmement vulnérables. On a vu des incursions d'écologistes sur des bases anglaises, et oui, ils auraient pu aussi détruire les tankers. Donc à l'heure actuelle, la Royal Air Force a un talon d'Achille, c'est la protection de ces bases. Perdez vos tankers, perdez votre capacité de projection. En France, nos tankers, c'est notre dissuasion nucléaire, ce qui nous permet d'avoir l'allonge nécessaire avec nos rafales pour être craint et être crédible. Ensuite, ces aéronefs sont réfléchis pour être multi-rôles, donc fonction de ce que vous voulez faire, RR, air-sol, anti-surface, guerre électronique, même des modules ravitaillement pour se ravitailler les uns les autres ou ravitailler d'autres aéronefs, eh bien vous allez mettre des sortes de kits en dessous, vous les préparez, donc vous avez deux petites soutes internes, ou sinon vous pouvez prendre des points d'emport externes qui forcément auront un coût en termes de pétrole, en termes de traînée, en termes de surface équivalente radar. Mais ils sont vendus pour 1800 km en configuration temps de guerre. Et la grande spécificité de ce X-Back, c'est qu'il se veut autonome. Il a les capteurs embarqués pour lui permettre de se créer sa propre conscience de la situation. Alors maintenant, si vous dites, bah oui, mais comment est-ce qu'il peut faire une décision d'ouverture du feu? Les Américains parlent de la philosophie de l'homme dans la boucle, le man in the loop, la manière dont ils le réfléchissent. Ils se disent, bah, à l'heure actuelle, vous avez déjà des systèmes qui sont en mode de défense automatique, comme les SIWI sur les bateaux de protection. On peut même avoir en France nos bateaux qui ouvrent le feu automatiquement, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais on donne un cadre, une zone où l'ouverture du feu peut être faite. Donc vous pouvez envoyer par exemple des X-Back protéger une ligne dans le Pacifique, et vous dites, tout ce qui passe cette ligne, tu ouvres le feu. De plus, ils ont une capacité d'interrogation IFF, donc ils peuvent quand même suivre un arbre décisionnel et avec les bons relais, parce que vous pouvez réfléchir à des avions relais pour garder une robustesse face à par exemple un souci satellitaire, vous pouvez quand même donner des ordres extrêmement rapidement. Maintenant, forcément, vous posez la question, mais quel type de propulsion? Eh bien, vous voudrez reprendre des moteurs genre GE ou Pratt & Whitney, de la famille des F100, F110, donc en gros un moteur de F16 sur un aéronef qui fait un tiers de la masse et de la taille d'un F18. Donc vous avez un gros moteur pour un petit aéronef, tout le centre ça serait du réservoir, en composite à l'extérieur, du métal à l'intérieur, une capacité à prendre un peu de facteur de charge mais pas être ultra agile, c'est pas un avion avec lequel vous allez faire du dogfight ou prendre 9G, un rapport portée-traînée qui est très bien réfléchi pour lui permettre de ne pas trop consommer, mais surtout une entrée d'air qui permettent le Cobra, qui permettent le décollage et l'atterrissage vertical, tout en permettant d'excellentes performances de vol dans le haut subsonique. Donc tout ça, ils annoncent qu'ils l'ont, ils ont fait de la soufflerie, ils l'ont testé, pour eux c'est bon. Ça devrait commencer à voler en termes de proto l'année prochaine, et ça devrait commencer à arriver peut-être même dans certaines zones en 2028-2029, donc avant 2030. Sur les images, on voit qu'ils peuvent prendre de l'IM 120, du 174, qui est équivalent un peu du Météor. Maintenant, ce sera en point externe tellement il est gros, mais ça veut dire que vous êtes un avion de 4e, 5e, 6e génération, vous devez faire très attention à ce type d'aéronef parce qu'il a la capacité de tirer extrêmement loin. La grande question qu'on se pose, c'est quel type de radar mettre dessus. Moi, si j'étais eux, je ne mettrais pas des radars de bande X-ray. On voit sur leurs images que c'est plutôt apparemment de la guerre électronique au niveau des ailes. S'ils mettent une forme d'onde plus large, peut-être de la bande L au niveau de l'aéronef, on aurait cette capacité à plus facilement détecter des avions qui ont été réfléchis en termes de furtivité pour faire de la bande X-ray. Je ne serais pas étonné qu'il y ait ça. Maintenant, si vous mettez également de l'IRST, on dit beaucoup d'IRST permet de contrer la furtivité. Oui, mais il faut être assez proche et il faut des bonnes conditions météo. Donc le mieux serait peut-être d'aller vers du radar sur une bande différente que la X-ray avec toutes les problématiques que ça engendre. Maintenant, le point très intéressant, forcément j'étais dans la Navy, côté marine, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils vendent qu'on va pouvoir mettre sur un porte-hélico, sur les LHA, donc il y en a une dizaine aux États-Unis, bah plutôt que d'avoir par exemple 6 Harrier et quelques M22, vous allez mettre 60 X-Back. Je sais pas si vous vous rendez compte, 60 vecteurs qui peuvent aller dans le haut subsonique à 1000 nautiques, c'est absolument énorme. Et surtout, le point très intéressant, à un moment où on se rend compte que les drones peuvent partir depuis des camions, depuis n'importe où, eh bien là, ça pourrait partir de cargo. Donc vous pouvez avoir une flotte fantôme de navires qui ont cette capacité à projeter à 1000 nautiques de la puissance, de la bombe, ou surtout eh bien, de faire de l'interdiction aérienne. Maintenant, forcément, tout ça a été réfléchi avec les soucis de PNT, donc de positionnement, navigation, timing. Donc ça a été réfléchi pour pouvoir fonctionner sans GPS. Et là, encore une fois, ils n'inventent rien. Ils reprennent ce qu'ils font avec le VBAT qui a fait ses preuves en Ukraine. Ils sont intimement persuadés que ce qui fera le succès dans la prochaine guerre, c'est la capacité à mettre à jour des softwares. Et donc ça a été réfléchi autour d'une agilité extrêmement forte. Maintenant, attention,
On est sur des aéronefs qui auront une durée de vie, ils vendent ça pour 5 à 10 ans, pour 10 ans. On n'est pas comme sur du Rafale qui a réfléchi pour du 30 à 40 ans, même si à l'heure actuelle on les surutilise, du fait de notre flotte, on a été pas mal prélevé pour le soutien à l'export, et donc on va se retrouver avec une flotte qui va peut-être faire 35 ans. Eux, ils réfléchissent ça sur une durée de vie plus courte, avec des vols complets en 2028. Alors, si vous vous dites, waouh, c'est novateur, c'est génial, encore une fois, regardez les MALD, donc sorte de missiles Leurre qui existe depuis des années. Dès les années 50, vous avez l'ADM Air Decoy Missile 20, le QER et le B-52 en prenaient 4. Ils ont gardé ça jusque dans les années 78. Après, vous avez l'AGM 86. Et puis, vous avez l'ADM 160 MALD. C'est pas une techno qu'on connaît en France. Moi, j'avais couvert le sujet quand j'étais officier tactique en super-étendard. Les officiers renseignement, en 2012, ils découvraient le concept, alors que ça avait déjà plus de 60 ans. Le MALD, c'est quoi? Le MALD, en fait, c'était l'idée de projeter un missile qui fait en fait drone, qui va simuler votre présence de manière à amener l'adversaire à tirer ses missiles longue portée, non pas sur le B-52, mais sur le MALD, qui va prendre pour un B-52, parce que c'est quelque chose qui renvoie une signature radar qui ne vous permet pas de différencier, surtout si vous êtes de nuit dans la couche. Donc tous ces concepts ne sont pas nouveaux. Là, ce qu'on vient rajouter, en fait, c'est cette intelligence, et surtout, c'est des vecteurs, des capteurs, qui jusqu'à présent avaient besoin d'un avion de 4e, 5e, 6e génération. Mais les avions modernes pour être véhiculés. Et ce qui a fait la force de la puissance aérienne moderne, c'est votre capacité à projeter des gros capteurs, des grosses bombes. Et à l'heure actuelle, on commence à voir arriver ce nouveau concept qui va vous permettre de projeter des gros capteurs, des grosses bombes, sans pilote, mais surtout, depuis n'importe où. Et ce qui est disruptif, c'est ce décollage et cet atterrissage vertical qui n'est possible que grâce à un rapport poids-poussée supérieur à 1, qui n'est possible que grâce à une miniaturisation, et encore une fois, qui voit cette agilité et cette rapidité de programme possible que grâce à l'utilisation de choses qui existent et qui ont été prouvées ailleurs. Eux, ils assemblent tout ça, ils vous package et en 5 à 6 ans, ils vous retournent à table. La vocation de tout ça, c'est donc permettre cette fameuse dissuasion conventionnelle qu'on appelle de nos voeux depuis des années sur cette chaîne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils souhaitent en faire profiter les alliés. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec l'explosion de nouvelles sociétés comme ça aux États-Unis et l'agilité dont elles font preuve, s'ils commencent rapidement à proposer de très très bons produits à leurs alliés et aux partenaires de l'OTAN, ça risque de faire très mal à notre industrie de défense à terme. Ça, c'est un autre sujet. En France, nous avons Neuron, mais vous l'aurez compris, la spécificité du X-Bax, c'est ce décollage et ce posé vertical, qui pour l'instant n'a pas encore été réalisé, il va falloir attendre quelques années. Mais rappelez-vous, quand Elon Musk disait qu'ils allaient faire des lanceurs réutilisables en Europe, ça a beaucoup rigolé, et on s'est pris 10 ans, ou si n'est 15 ans de retard. Si j'étais dans l'industrie de défense en ce moment, je commencerais à réfléchir à comment verticaliser mon Neuron. Et si juste avant on pouvait bien défendre nos bases aussi, ça serait quand même une bonne chose pour nos rafales. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, avec le lien juste en dessous, vous avez 2 semaines gratuites pour MyHeritage. Faites votre arbre généalogique, ayez Smartwatch qui vous envoie les emails automatiques. Et comme ça, à votre tour, vous pouvez faire vivre votre devoir de mémoire familiale et mieux comprendre comment chaque personne est arrivée autour de la table pour les fêtes de Noël. Je vous dis à très vite sur la chaîne et fly safe.